Le voiturier de l'hôtel Whitmore connaissait la voiture de mon mari depuis 3 ans avant même d'apprendre mon nom. J'étais assise de l'autre côté de la rue dans ma propre berline, moteur éteint, à regarder Russell poser la paume de sa main sur le creux des reins d'une femme. Un geste si rodé, si familier que j'ai compris immédiatement que ce n'était pas la première fois que sa main se posait à cet endroit. Mon téléphone était encore chaud contre mon oreille, sa voix me disant qu'il était en réunion. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement regardé mon mari depuis 28 ans disparaître derrière une porte vitrée avec une femme qui n'était pas moi. Et j'ai souri parce que, pour la première fois en 3 mois, j'avais enfin une preuve. J'avais appelé pour une raison banale, pour lui demander s'il serait à la maison à temps pour le dîner avec Emily, notre fille, qui laissait entendre depuis des semaines qu'elle allait se fiancer. Russell a décroché à la 2e sonnerie, sa voix sèche d'irritation avant même que j'aie pu finir ma phrase. « Pourquoi appelles-tu ? Tu sais que je suis en réunion. » Je l'ai regardé prononcer ces mots tandis que son autre main guidait une femme vers l'entrée de l'hôtel. Elle était plus jeune, vêtue du genre de blazer ajusté qui suggérait un voyage d'affaires, bien que rien dans la façon dont Russell se penchait vers elle n'indiquait les affaires. J'ai reconnu l'économie particulière de ses mouvements, la même confiance tranquille qu'il avait utilisée avec moi 30 ans plus tôt, quand il essayait encore de me convaincre qu'il valait le risque. « D'accord, ai-je dit. Désolé de te déranger. » Il a raccroché sans dire au revoir. Je les ai regardés disparaître derrière la vitre teintée et je suis resté assise un long moment, laissant le silence s'installer dans ma poitrine comme un sédiment. Je voudrais dire que je me sentais anéanti. Ce n'était pas le cas. Je ressentais quelque chose de plus froid et de plus utile. La clarté particulière qui survient lorsque le soupçon se durcit finalement en fait. Je me doutais de quelque chose depuis 3 mois. Les signes étaient assez insignifiants pour être expliqués individuellement, mais pris ensemble, ils formaient une image que j'avais refusé de regarder directement. Russell se douchant dès qu'il franchissait la porte, même les jours où il jurait avoir été au bureau tout l'après-midi. Son téléphone toujours face contre table sur le comptoir, une habitude qu'il n'avait jamais eue en 26 ans de mariage. Des excursions soudaines d'une journée à Hartford ou Providence qui ne produisaient aucun reçu, aucune histoire, rien d'autre qu'un haussement d'épaules fatigué quand je demandais comment ça s'était passé. Une nouvelle eau de Cologne, quelque chose de plus vif et de plus jeune que celle que je lui achetais à chaque Noël depuis qu'Emily était à l'école primaire. Et en dessous de tout cela, un nouveau refrain prononcé chaque fois que je posais une simple question. « Tu es trop sensible, Val. » J'ai pensé à la version de moi-même que j'étais autrefois, la femme qui gérait un portefeuille de comptes institutionnels avant de quitter le monde du travail pour faire tourner notre foyer, pour élever notre fille. Pour maintenir l'architecture de cette famille pendant que Russell construisait sa carrière par-dessus. Je n'avais pas survécu à 28 ans de mariage en étant sensible. J'y avais survécu en étant attentive. Alors, j'ai été attentive. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de notes et j'ai tapé l'heure, le nom de l'hôtel et la plaque d'immatriculation de la voiture dont la femme était sortie. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surprise cet après-midi-là. Je suis rentré à la maison comme d'habitude, m'arrêtant au marché pour le saumon qu'Emily aimait, passant au feu orange sur la route 9 parce que je pensais au plan de table au lieu de faire attention à la route. J'ai préparé le dîner. J'ai mis la table pour 3, puis j'ai discrètement retiré l'assiette supplémentaire quand Emily a envoyé un texto pour dire qu'elle passerait la nuit chez les parents de son fiancé. J'ai mangé seul à l'îlot de la cuisine, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, me remémorant encore et encore l'image de la main de Russell sur le dos de cette femme, non pas parce que j'avais besoin d'être convaincu, mais parce que je devais m'assurer de m'en souvenir exactement comme cela s'était passé. Russell est rentré quelques minutes avant 21h. Il a posé ses clés dans le bol près de la porte avec la négligence particulière d'un homme qui se croit au-dessus de tout soupçon. Et il m'a dit que la réunion s'était prolongée, un client de l'Ohio, un dîner qui avait duré plus longtemps que prévu. Je l'ai écouté construire le mensonge en temps réel, observant avec quelle facilité les mots venaient, le peu d'effort qu'il mettait à les rendre convaincants. C'est à ce moment-là, je pense, que j'ai compris quelque chose d'essentiel sur mon mari. Il avait cessé d'être prudent avec moi il y a longtemps, parce qu'il avait décidé que je n'étais plus quelqu'un avec qui il devait être prudent. Était-ce productif, ai-je demandé, et j'entendais la question de 2 manières. Très, a-t-il dit, se dirigeant déjà vers les escaliers, pensant déjà à autre chose. À quelqu'un d'autre. Bien, ai-je dit, et je suis retourné charger le lave-vaisselle. Cette nuit-là,
j'étais allongé à côté de lui dans le noir, écoutant sa respiration devenir régulière dans le sommeil, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi que je ne peux décrire que comme un calme stratégique. Russell croyait que j'étais toujours la femme qui ne savait pas, la femme qui lui ferait confiance pour les comptes du ménage, la femme qui prendrait son retrait pour argent comptant et retournerait charger la vaisselle. Il croyait que ces mensonges fonctionnaient encore. Et tant qu'il le croyait, j'ai compris que j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. L'avantage d'être sous-estimé par la seule personne qui aurait dû savoir mieux que quiconque que je n'oubliais jamais rien. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à planifier. Les jours qui ont suivi l'hôtel semblaient étranges dans leur banalité. Je préparais le café à 6 heures, comme toujours. Je repassais les chemises de Russell, comme toujours. Je lui ai demandé son programme de la semaine, et il a répondu sans hésitation, les mensonges arrivant aussi fluidement que la vérité autrefois. Ce qui avait changé n'était pas le comportement de Russell. Ce qui avait changé, c'était l'attention avec laquelle je l'observais. J'ai commencé à revoir les derniers mois, non pas comme des incidents isolés, mais comme un schéma que j'avais refusé d'assembler. Russell n'était pas devenu un homme différent du jour au lendemain. Il avait changé par petites touches, suffisamment petites pour être expliquées une par une. Rentrant 30 minutes plus tard qu'à son habitude. Sortant pour prendre des appels qu'il prenait autrefois à la table de la cuisine. De nouvelles chemises apparaissant dans son placard que je n'avais pas achetées et que je ne l'avais pas vu acheter. Plus de visites à la salle de sport, bien que son corps n'ait pas changé comme celui d'un homme qui s'entraîne vraiment. C'était de la vanité déguisée en discipline. Moins de moments où il cherchait ma main sur la console de la voiture. Moins de matins où sa paume reposait sur mon dos pendant que je préparais le petit déjeuner. Et toujours, une explication raisonnable qui attendait chaque fois que je remarquais quoi que ce soit. J'ai pensé à qui nous étions au début. Russell, 27 ans, terrifié, essayant de lancer une petite entreprise de distribution pendant que les créanciers appelaient à la maison. J'avais utilisé presque chaque dollar de mes propres économies pour le maintenir à flot cette première année, sans jamais lui demander de me rembourser autrement qu'en partenariat. J'ai pensé aux 18 mois où j'ai complètement quitté ma propre carrière pour m'occuper de sa mère mourante, dormant dans un fauteuil inclinable à côté de son lit d'hôpital pour que Russell puisse continuer à travailler. Continuer à construire la version de lui-même qui est finalement devenu un directeur régional avec son nom sur la place de parking. J'équilibrais les comptes. J'élevais notre fille. Je maintenais l'architecture de cette famille de mes propres mains pendant que Russell grimpait sur les fondations que j'avais construites. Ce qui faisait mal n'était pas seulement Nathalie, bien que je n'ai pas encore son nom, pas ce matin-là. Ce qui faisait mal, c'était de réaliser que Russell avait passé des années à me classer tranquillement parmi le mobilier de sa vie, convaincu que j'étais devenu trop installé, trop prévisible, trop occupé par les fauteuils et les chéquiers pour jamais le regarder vraiment à nouveau. Le lendemain matin, il a mentionné une réunion avec un client prévu pour le jeudi après-midi. Je n'ai pas posé de questions. J'espère que ça se passera bien, ai-je dit, et je l'entendais comme une blague privée que seul moi comprenais. Après son départ pour le bureau, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert les comptes joints que je n'avais pas regardés de près depuis des mois. Russell avait toujours géré la majeure partie de nos finances, non pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais parce qu'à un moment donné, c'était devenu son territoire. Et j'avais laissé cela devenir son territoire de la même manière que vous laissez certaines pièces d'un mariage se fermer tranquillement. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle d'une manière que l'hôtel n'avait pas fait. 2 paiements distincts au Whitmore à quelques semaines d'intervalle. Un restaurant en centre-ville où il ne m'avait jamais emmené en 28 ans. Un achat de bijoux pour $1850 daté d'un mardi dont je me souvenais clairement parce qu'il m'avait dit qu'il était coincé dans des réunions successives toute la journée. Des frais de voiturier les après-midi où il avait juré ne jamais avoir quitté le bureau. Je n'ai rien imprimé. J'ai photographié chaque relevé avec mon téléphone, j'ai sauvegardé les images dans un dossier que j'ai étiqueté avec le surnom d'enfance d'Emily pour ne pas attirer l'attention, et j'ai transféré des copies à une nouvelle adresse email dont Russell ne connaissait rien. Mes mains étaient stables. Je me souviens d'avoir été presque troublé par leur stabilité. Puis j'ai appelé Martin Haye. Je connaissais Martin professionnellement depuis plus de 10 ans, à l'époque où je travaillais encore dans la finance, et nos chemins s'étaient croisés sur une poignée de cas. Il ne m'a pas demandé si je voulais sauver mon mariage. Sa première question était plus simple, plus froide et exactement ce dont j'avais besoin. Savez-vous s'il a déplacé de l'argent ? Cette seule phrase a tout réorganisé dans ma tête.
Ce n'était peut-être pas seulement une liaison. C'était peut-être quelque chose avec des ramifications et des conséquences que je n'avais pas encore envisagées. Martin a été direct sur la suite. Ne le confrontez pas. Ne faites pas de retrait soudain. Ne changez pas les serrures. Ne menacez pas. Ne dévoilez votre jeu d'aucune manière qui lui donnerait le temps de préparer une défense. Documentez tout, chaque relevé, chaque dépense, chaque anomalie. Déterminez ce qui est en titre séparé et ce qui est réellement partagé. Constituez le dossier avant même de dire un mot. J'ai tout noté comme une femme prenant en dictée son propre avenir. Ce soir-là, après que Russell soit monté prendre sa douche, j'ai ouvert le petit coffre-fort ignifuge que nous gardions dans le placard du bureau, celui qui contenait nos testaments, nos titres de propriété, les papiers qui cartographiaient la forme de notre vie ensemble. Un dossier de documents d'investissement dont je me souvenais clairement, des relevés que j'avais examinés avec Russell à peine 8 mois plus tôt, avaient disparu. Pas mal classés, disparus. Je suis resté assise sur le sol de ce placard pendant un long moment, le coffre-fort ouvert à côté de moi, comprenant pour la première fois que ce que Russell construisait avec Nathalie n'était peut-être que la plus petite partie de ce qu'il construisait sans moi. J'ai arrêté de surveiller Russell tous les jours. Ce genre de vigilance s'épuise vite et ne vous apprend rien. Au lieu de cela, j'ai commencé à chercher un rythme, la forme d'un schéma plutôt que le bruit d'un seul après-midi. Il n'a pas fallu longtemps pour le trouver. Les mardis et jeudis, entre 12h30 et 14h. Toujours précédé par les mots aux revues régionales, une expression devenue si usée par l'usage que j'étais surprise qu'elle ne se soit pas désintégrée dans sa bouche. Les débits de cartes de crédit, quand ils arrivaient, apparaissaient un jour ou deux plus tard, comme un écho. J'ai fait des recherches sur Nathalie Brox de la même manière que je faisais autrefois des recherches sur des entreprises avant de les recommander à des clients, méthodiquement, sans émotion, en recoupant les maigres informations que je trouvais. Elle était directrice du développement commercial dans une entreprise partenaire qui négociait actuellement une fusion avec l'entreprise de Russell. Cela expliquait la fréquence. Deux personnes se rencontrant pour le travail ne soulevaient aucune question lorsque leur nom apparaissait déjà sur les mêmes dossiers de projet. Mais c'est une autre découverte qui a vraiment bouleversé le terrain sous mes pieds. Russell avait récemment changé le bénéficiaire désigné sur une police d'assurance vie complémentaire, une police dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que je trouve les documents enfouis dans un tiroir qu'il pensait que je n'ouvrais jamais. Le nouveau bénéficiaire n'était pas Nathalie. C'était quelque chose appelé le Chapman Legacy Trust. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Martin a consulté les archives publiques et a confirmé ce que je craignais. Le trust avait été créé 6 semaines plus tôt. Russell était répertorié comme fiduciaire aux côtés d'un avocat que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui n'était pas le conseiller habituel de notre famille, ce qui m'a tout dit sur la manière délibérée dont Russell avait gardé cela séparé de notre vie normale. À peu près à la même époque, Russell a commencé à mentionner des papiers qu'il voulait que je signe, quelque chose pour simplifier nos impôts avant le mariage d'Emily. Rien d'urgent, juste un nettoyage de routine. Je lui ai dit que je ne comprenais pas entièrement le langage. Il a balayé cela avec la confiance facile d'un homme qui n'avait jamais eu à s'expliquer en détail avec moi. C'est de la routine, a-t-il dit. Tu m'as toujours fait confiance pour ces choses-là. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quel relevé bancaire n'aurait pu le faire. Tout son plan dépendait d'une seule chose, que 28 ans d'habitude me feraient continuer à signer tout ce qu'il mettrait devant moi sans demander pourquoi. J'ai photographié les documents cette nuit-là pendant qu'il dormait et je n'ai signé aucune page. Martin les a examinés en moins de 2 jours et a confirmé ce qu'il soupçonnait. Les documents auraient transféré le contrôle partiel de nos comptes d'investissement conjoints au trust que Russell contrôlait entièrement. Si j'avais signé, une partie importante de ce que nous avions construit ensemble aurait pu m'être soustraite avant même qu'un divorce ne devienne officiel. J'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas encore permis de ressentir. De la colère, pure et spécifique, non pas à cause de Nathalie, mais parce que Russell essayait d'utiliser la confiance même que nous avions bâtie pendant des décennies comme l'instrument de ma perte. J'ai continué à jouer mon rôle. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je préparais le café comme il l'aimait, fort avec trop de crème, comme il le buvait depuis avant la naissance d'Emily. Je l'écoutais me mentir avec la patience de quelqu'un qui prend des notes pour un rapport que seul moi lirai un jour. Un soir, sans que je le lui demande, Russell a dit, « Tu sais, après le mariage d'Emily, on devrait peut-être penser à simplifier notre vie. » « Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Il a suggéré de vendre la maison,
pour quelque chose de plus petit, plus facile à gérer. Il s'occuperait des finances à l'avenir, a-t-il dit, pour que je n'ai pas à m'en soucier. Peut-être que tu as raison, ai-je dit, et j'ai vu le soulagement s'installer sur son visage comme la lumière du soleil. Une semaine plus tard, j'ai découvert presque par accident qu'il avait déjà programmé une visite avec un agent immobilier, une femme recommandée, sans surprise, par le cabinet de Nathalie, sans m'en avoir parlé. Il faisait estimer notre maison avant même que je sache que notre mariage avait une date de clôture. Assise dans la cuisine ce soir-là, j'ai compris que la situation avait dépassé la simple question de la fidélité. Il ne s'agissait plus seulement d'une femme dans un hôtel. Il s'agissait d'un homme démantelant discrètement la vie que nous avions construite, pièce par pièce, compte par compte, pendant que je lui préparais encore son café chaque matin et posais des questions polies sur sa journée. J'avais besoin de plus qu'une preuve de liaison. Maintenant, je devais m'assurer que, le temps que Russell réalise que je savais quoi que ce soit, il ne resterait plus rien à prendre pour lui. Martin a exposé le plan comme un chirurgien dispose ses instruments. Rien de précipité, rien de gaspillé. Nous allions préserver chaque document financier avant que Russell ait des raisons de soupçonner quoi que ce soit. Nous obtiendrions une évaluation indépendante de la maison, inventorierions chaque compte de retraite, chaque ligne de crédit, chaque actif portant nos deux noms. Documenterions les dépenses liées à Nathalie avec des dates et des montants qui ne pourraient pas être contestés plus tard. Déposerions un avis juridique pour geler tout transfert majeur d'actifs partagés avant que Russell ne puisse les déplacer. Préparerions les documents de divorce, mais les garderions non déposés jusqu'au bon moment. Et découvririons discrètement s'il y avait des dettes ou des comptes que je ne connaissais toujours pas. C'est durant cette phase que j'ai appris l'existence de l'appartement. Russell avait loué un logement haut de gamme en centre-ville au nom de l'entreprise, le genre d'arrangement qui, sur le papier, ressemblait à un logement de fonction pour les cadres en visite. En pratique, c'était devenu tout autre chose. Meublé, décoré, habité, une seconde maison construite pour une seconde vie. Je ne suis jamais entré à l'intérieur. Martin a été ferme là-dessus. Pas d'effraction, rien qui puisse être interprété comme du harcèlement ou une violation de la vie privée, rien qui affaiblirait notre position plus tard. Nous avons plutôt reconstitué le tableau à travers les registres et les relevés de l'entreprise. La trace écrite que Russell avait été assez négligent pour laisser derrière lui, confiant que personne ne regardait. Ce qui est devenu clair à travers ces documents était presque pire que l'appartement lui-même. Nathalie croyait que Russell me quittait. Elle croyait que notre mariage était terminé depuis des années et que c'était moi qui refusais de l'accepter. Quelque part en chemin, Russell lui avait raconté une version de notre vie qui effaçait 28 ans de partenariat et me dépeignait comme une femme s'accrochant à un cadavre. Ce détail a compliqué les choses d'une manière que je n'avais pas prévue. Cela faisait de Nathalie moins une méchante et plus une femme qui avait également été manipulée, à qui on avait également servi une histoire conçue pour le confort de quelqu'un d'autre. Elle portait toujours une responsabilité. Elle avait choisi d'être avec un homme marié, et aucune manipulation n'effaçait entièrement ce choix. Mais elle n'était pas l'architecte de tout cela. C'était Russell. Au milieu de tout cela, Émilie a appelé, essoufflée et ravie, voulant organiser un dîner de famille pour annoncer la date de ses fiançailles. Russell s'est illuminé à cette idée, une autre occasion de jouer le mari et le père dévoué devant un public. Une autre performance qu'il était confiant de pouvoir réussir sans faille. J'ai décidé à ce moment-là de ne pas laisser mon propre règlement de compte entrer en collision avec la joie de ma fille. Je voulais qu'Émilie sache la vérité un jour. Je ne voulais pas que son dîner de fiançailles devienne l'endroit où le mariage de ses parents s'effondrerait devant elle. Ce choix m'a coûté quelque chose. La retenue a toujours un coût. Mais cela a également clarifié qui je voulais être de l'autre côté de cette épreuve. Pas une femme qui laissait sa douleur exploser dans chaque pièce où elle entrait, mais une femme qui choisissait ses moments avec la même précision que Russell avait utilisée pour construire ses mensonges. Martin m'a dit que les documents étaient prêts. Je pouvais les déposer quand je déciderais que le moment était venu. Mais avant de déposer quoi que ce soit, je voulais qu'une chose spécifique se produise. D'abord, je voulais que Russell comprenne pleinement et complètement que son plan avait déjà échoué avant qu'il ait la chance de tourner l'histoire en quelque chose qui le protégeait. Je ne voulais pas de scène dans notre cuisine. Je ne voulais pas de larmes à 2 heures du matin qu'il pourrait plus tard qualifier d'hystérie. Je voulais que la vérité arrive au seul endroit où Russell s'était toujours senti intouchable, un événement d'entreprise, entouré des collègues et des clients qui le considéraient comme posé, compétent, irréprochable.
Je savais que l'entreprise organisait bientôt un dîner de célébration, marquant la clôture de la fusion que le cabinet de Nathalie avait négociée. Nathalie serait là. Russell l'a mentionné en passant, me disant que je n'avais pas besoin de venir, juste une soirée ennuyeuse avec des clients. Il a dit que je n'apprécierais rien. Bien sûr, ai-je dit, je comprends. Après qu'il ait quitté la pièce ce soir-là, j'ai appelé Martin. Déposez-les vendredi matin, lui ai-je dit. Le dîner de l'entreprise était prévu pour le vendredi soir. Russell entrerait dans cette salle en croyant qu'il contrôlait encore toutes les variables de sa vie, son mariage, sa maîtresse, son argent, son image. Il la quitterait en ayant perdu son emprise sur les 4. Vendredi soir, Russell a enfilé le costume bleu marine que je lui avais acheté pour sa dernière promotion, celui qui sentait encore légèrement les cintres en cèdre de notre placard. Il a vérifié son reflet dans le miroir du couloir un instant de plus que d'habitude. « Ne m'attends pas », a-t-il dit. « Je ne le ferai pas », ai-je répondu, et je l'entendais d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Après que la porte se soit refermée derrière lui, je suis monté et j'ai enfilé une simple robe bleu marine. Rien de dramatique, rien qui ne se fasse remarquer. Je ne m'habillais pas pour une confrontation. Je m'habillais pour une salle de conseil. Martin avait déjà organisé mon invitation grâce à un détail que Russell avait apparemment oublié ou choisi d'ignorer. Je détenais toujours une petite participation au capital de l'investissement initial que j'avais fait dans son entreprise à l'époque où elle comptait 2 employés et une table pliante. Sur le papier, j'avais toujours droit à une place dans cette salle. Je suis arrivé après le début de l'événement, restant près de l'entrée assez longtemps pour observer la scène. Russell se tenait près du bar, tourné vers Nathalie de cette manière particulière dont les gens se tiennent lorsqu'ils ont cessé de faire attention à la distance. Elle a tendu la main et a redressé sa cravate, un petit geste habitué. Il n'a pas reculé. Je suis entré. Une collègue de Russell, une femme que j'avais rencontrée au pique-nique de l'entreprise des années auparavant, m'a repéré la première. « Valérie », a dit Russell, « tu n'as pas pu venir. » Mes plans ont changé, ai-je dit. Russell s'est retourné. Pendant exactement 2 secondes, son visage a perdu toute sa contenance habituelle. Puis il est revenu en place, lisse comme jamais, et il m'a présenté Nathalie comme une partenaire commerciale sur la fusion. Je lui ai serré la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Les yeux de Nathalie se sont tournés vers Russell, cherchant à savoir ce que je savais. Je ne lui ai rien donné. Je n'ai exposé ni l'un ni l'autre devant une salle pleine de gens. Au lieu de cela, je me suis assise à table et, au cours du dîner, j'ai posé une série de petites questions ordinaires. Depuis combien de temps elle et Russell travaillaient-ils ensemble? Où se rencontraient-ils habituellement pour discuter des détails de la fusion? Quand exactement l'accord avait-il commencé? Russell travaillait-il souvent les mardis et jeudis après-midi? Chaque question, prise isolément, ressemblait à une conversation polie. Ensemble, elles formaient un filet qui se refermait, et tous deux l'ont compris en temps réel. J'ai vu quelque chose se crisper derrière les yeux de Russell à chaque réponse de Nathalie. Après que les plats principaux aient été débarrassés, j'ai posé une enveloppe sur la table devant Russell. Pas des photos, pas une confrontation pour le plaisir. À l'intérieur se trouvait une copie de la requête en divorce déposée ce matin-là, ainsi qu'un avis de gel de tout transfert majeur d'actifs partagés. Russell l'a ouverte, a lu la première ligne et est devenu très immobile. Qu'est-ce que c'est que ça? La réunion pour laquelle tu aurais dû te préparer, ai-je dit. Il a demandé à me parler en privé. J'ai accepté. Mais avant de me lever, je me suis tourné vers Nathalie. Vous devriez venir aussi. Il nous a menti à toutes les deux. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu Russell comprendre quelque chose clairement. Je n'étais pas venu me battre pour lui. J'étais venu mettre fin à l'illusion qu'il avait encore le contrôle de quoi que ce soit. Nous nous sommes déplacés dans une petite salle de réunion privée à côté de la salle à manger principale, du genre utilisé pour les appels clients, avec une longue table et une vue sur le parking. Russell est passé à l'offensive avant même que la porte ne soit fermée. « Tu te ridiculises », a-t-il dit. « Non », ai-je dit. « Je te documente. » Il a essayé de présenter cela comme un malentendu, quelque chose lié au stress du travail, des lignes floues, rien qui ne signifiait ce que je pensais. J'ai exposé les preuves une par une. Les relevés de l'hôtel, le reçu des bijoux, le bail de l'appartement au nom de l'entreprise, les documents du trust,
l'évaluation immobilière qu'il avait programmée dans mon dos, et les documents fiscaux qu'il avait essayé de me faire signer sans les lire attentivement. L'expression de Nathalie a changé à mesure que chaque pièce était posée sur la table. « Tu as dit que la maison était déjà en vente ?» a-t-elle dit doucement. Russell n'a pas répondu. « Tu as dit qu'elle savait que tu partais ?» a insisté Nathalie. Je l'ai regardé. Il m'a dit que nous simplifions nos impôts. Le silence qui a suivi avait un poids, le genre qui remplit une pièce après qu'un mensonge n'a finalement plus d'endroit où se cacher. Russell a essayé de tout minimiser. « J'ai fait des erreurs », a-t-il dit. « Une erreur, ai-je dit, ne nécessite pas un trust, un deuxième appartement et 6 semaines de paperasse. » Il a eu recours à l'argument que notre mariage était déjà malheureux, comme si le malheur excusait la manigance. Je n'ai pas nié que nous nous étions éloignés, c'était vrai, et je n'étais pas intéressé à faire semblant du contraire. Mais la distance est quelque chose que deux personnes partagent. Ce que Russell avait construit, la liaison, le trust, les mensonges racontés à deux femmes différentes dans deux directions différentes, cela lui appartenait entièrement. Nathalie a détaché le bracelet que Russell lui avait donné et l'a posé sur la table entre nous, sa main tremblant légèrement. « Je ne savais pas, je n'en avais aucune idée », a-t-elle dit. Et pendant un instant, j'ai presque cru qu'elle était sincère. Russell s'est tourné vers Nathalie, et je l'ai regardé essayer en temps réel de sauver ce qu'il pouvait. Une main tendue vers son bras, un murmure destiné uniquement à elle. Elle a reculé avant qu'il ne la touche. C'est à ce moment que j'ai compris la dernière chose que j'avais besoin de savoir. Même avec son mariage s'effondrant devant lui, même avec les documents déjà déposés, le premier instinct de Russell n'était pas le règlement de compte. C'était la gestion de crise. Sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Gérer la perte au lieu de l'assumer. Tu pensais que tu choisissais entre deux femmes, ai-je dit. Ce n'était pas le cas. Il m'a regardé, avec quelque chose de presque suppliant sur son visage. Nathalie a répondu avant que je n'aie à le faire. Nous choisissons toutes les deux une vie sans toi, a-t-elle dit en ramassant son sac. Elle n'a regardé aucun de nous deux en quittant la pièce. Russell s'est retourné contre moi une fois la porte refermée. Sa voix s'est faite plus basse, dépouillée de la performance qu'il avait maintenue toute la nuit. « Tu as planifié ça ?»« Non, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. J'ai seulement cessé de te protéger des conséquences. » Il a demandé des nouvelles d'Emily, la première fois de la soirée qu'il prononçait son nom avec quelque chose qui ressemblait à une vraie peur. Je lui ai dit que nous le lui dirions ensemble, mais que je ne mentirais pas pour adoucir son image. Il n'allait pas scénariser cela comme il avait scénarisé tout le reste. Il a essayé un autre angle, sa voix montant d'incrédulité. « Tu mets fin à 28 ans pour une seule liaison. »« J'y mets fin, ai-je dit, à cause de la vie que tu as construite dans mon dos. » Je me suis levé, j'ai lissé ma robe et je l'ai laissé seul dans cette petite pièce avec l'enveloppe, le bracelet, et ce qui restait de l'homme qu'il croyait être une heure plus tôt. Je ne me sentais pas triomphante en sortant. Je ressentais quelque chose de plus calme, la quiétude particulière qui vient après qu'un mensonge qui a duré des années arrive enfin au bout de la route. Russell est rentré à la maison 2 nuits plus tard, mais à ce moment-là, j'avais déjà déplacé ce qui comptait dans la chambre d'amis, suivant à la lettre les conseils de Martin. Pas de serrure changée, rien qui ne puisse être interprété comme une agression sur le papier, juste une ligne claire et documentée tracée au milieu d'une maison qui n'appartenait plus à une seule histoire. Emily est venue ce week-end-là et Russell voulait commencer avec la version qu'il avait déjà répétée, que nous nous étions simplement éloignés, que ces choses arrivent après un long mariage. Je l'ai laissé arriver à la moitié de la phrase avant de le corriger, doucement mais sans broncher. Nous avions des problèmes, lui ai-je dit. Ton père a choisi le secret au lieu de l'honnêteté. Le visage d'Emily a traversé quelque chose que je n'oublierai jamais. Le choc d'abord, puis un éclair de colère dirigé contre nous deux pour ne pas l'avoir vu plus tôt, pour lui avoir donné l'impression d'être la dernière à savoir quelque chose qui s'était apparemment construit pendant des mois. Je ne lui ai pas demandé de choisir un camp. Je lui ai dit clairement qu'elle avait le droit d'aimer son père, que ce qui s'était passé entre nous deux n'effaçait pas 26 ans où il avait été le sien. Le divorce a pris plusieurs mois à être finalisé. Russell a essayé, par l'intermédiaire de son avocat, de conserver la maison et la majeure partie de nos comptes d'investissement, mais les dossiers racontaient une histoire différente de celle qu'il voulait que le tribunal entende. Des décennies de contributions, tant financières qu'autres, qui ne pouvaient être balayées d'un revers de main. Le trust a été annulé en ce qui concernait les actifs partagés.
l'appartement de l'entreprise, les dépenses liées à Nathalie, tout cela a été pris en compte dans le règlement d'une manière que Russell n'avait pas prévue lorsqu'il avait signé ces documents 6 semaines avant que je ne les trouve. Nathalie a coupé tout contact avec lui une fois qu'elle a compris toute l'étendue de ce qu'il nous avait fait à toutes les deux. Russell n'a pas tout perdu, pas de manière dramatique et cinématographique, mais il a perdu ce qu'il était certain de garder, son mariage, la femme pour qui il l'avait risqué, l'image de lui-même en tant qu'homme en contrôle total. Et toute voix au chapitre sur ce qui allait suivre pour moi financièrement. J'ai déménagé dans une maison plus petite non loin d'Émilie. J'ai repris le travail à plein temps en conseil financier, quelque chose que j'avais mis de côté des décennies plus tôt pour une famille que j'avais autrefois cru valoir tous les sacrifices. Lentement, j'ai construit une vie qui ne tournait pas autour de l'emploi du temps de Russell, de ses humeurs, de sa version des faits. Un matin, des mois plus tard, il a appelé et a demandé, presque avec hésitation, si je pensais parfois à réessayer. Je suis resté silencieuse un moment avant de répondre. J'ai passé 28 ans à croire tes paroles, ai-je dit. Je vais passer le reste de ma vie à croire ce que tu m'as montré. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'a pas vacillé. Je ne ressentais aucune colère, aucun triomphe, seulement la certitude tranquille d'une décision que j'avais déjà prise des semaines plus tôt, et que je n'avais tout simplement pas eu besoin de dire à voix haute jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je prépare le café dans une cuisine qui est entièrement la mienne, dans une maison qui ne cache aucune double histoire que je doive deviner. Je ne vérifie pas mon téléphone comme avant. Je n'écoute pas le bruit de sa voiture en me demandant où il était vraiment. Je ne revois pas les conversations en cherchant les failles où la vérité pourrait se cacher. Russell croyait que la pire chose qu'il attendait était de se faire prendre. Il avait tort. La pire chose qu'il attendait était une femme qui avait enfin cessé d'attendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais savoir où cette histoire vous a trouvé ce soir et quelle partie de l'histoire de Valérie vous a le plus marqué. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Alors, si celle-ci a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.